Bonjour à tous, bienvenue chers panélistes, bienvenue chers participants à ce panel organisé dans le cadre du Festival Femmes numériques. Les services financiers, comment renforcer l'accès à l'économie numérique en faveur des femmes en période de crise. Sur ce panel, je reçois Madame Olivia, qui est Policy and Digital Ecosystem spécialiste à UNCDF. Je reçois également Madame Ayodele Obning, consultante inclusion et éducation financière. Je reçois par la même occasion Monsieur Olivier Matin, qui est le CEO de MyPosa au Cameroun. Pour la Banque mondiale, il est évident depuis quelque temps déjà qu'un recours massif aux services financiers numériques favorise le développement économique et la réduction de la pauvreté. Chers panélistes, je vous retourne la question. Je commencerai par Olivia pour nous donner son point de vue sur cette thématique et ensuite nous parler des différentes actions et programmes qui existent au niveau de son organisation. Merci. Je vous remercie, Madame Aurore. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir permis à l'UNCDF de participer à ce panel de haut niveau. Donc, je me présente encore une fois. Je suis Olivia Lonqueux, spécialiste en politique et réglementation sur les services financiers numériques auprès de UNCDF, United Nations Capital Development Fund. Donc, au niveau des activités de l'UNCDF en matière d'inclusion financière, donc nous avons reconnu depuis plusieurs années l'importance de l'inclusion financière en matière de développement économique dans les pays à travers le monde et plus particulièrement en Afrique. Donc, au niveau de l'UNCDF, nous avons lancé une nouvelle stratégie afin de ne laisser personne de côté à l'ère du numérique. Et donc, c'est dans le cadre de cette nouvelle stratégie que nous réalisons des activités et que je travaille sur les politiques et les réglementations liées à l'écosystème de la finance numérique en Afrique. Donc, dans le cadre de notre nouvelle stratégie, nous accompagnons donc le développement d'économies numériques tout en veillant à l'inclusion des populations souvent marginalisées afin de permettre à tous de tirer parti des opportunités offertes par le numérique. Donc, nous accordons une importance particulière aux jeunes, aux femmes, aux migrants, aux réfugiés et aux micro et petites moyennes entreprises, car ce sont des populations ou des segments de clientèle qui sont souvent privés des avantages tirés de l'essor des innovations technologiques et numériques, notamment en raison de normes ou de statuts sociaux ou encore de leurs revenus ou de leurs capacités qui peuvent être limitées. Donc, afin de permettre l'inclusion notamment financière de ces populations-là, notre stratégie s'articule autour de 4 piliers d'intervention qui visent vraiment à atteindre cet objectif d'inclusion. Donc, nous travaillons sur tout ce qui a trait à l'autonomisation des clients, donc afin de permettre aux segments de clientèle marginalisés de développer les compétences nécessaires pour bien utiliser les services numériques et notamment les services financiers numériques, donc les compétences numériques et les compétences financières nécessaires. On a également un pilier d'intervention autour des innovations inclusives visant à aider les entrepreneurs locaux et les MPME, les micro et moyennes et petites entreprises à mettre en place des services financiers inclusifs au profit de l'économie numérique locale. On a également des activités qui se focalisent sur le volet infrastructure. Donc, le but ici, c'est vraiment de mettre en place des actions qui visent à créer un écosystème de paiement numérique ouvert, notamment afin d'améliorer le coût d'accès aux services financiers numériques. Et enfin, on a tout le volet lié aux politiques et aux réglementations, dont le but est d'accompagner les régulateurs et les décideurs publics dans la mise en place de cadres politiques et réglementaires favorables au développement de l'économie numérique de manière générale et des services financiers numériques en particulier. Donc, je pourrais par la suite vous présenter certaines des activités liées à ce pilier politique et réglementation, si vous le souhaitez. Je vous remercie. Merci Olivia. Pour cette partie d'introduction, je vais passer la parole à Ayodele pour donner son point de vue sur la thématique et ensuite on reviendra sur des questions précises par la suite. Merci. Merci Aurore. Donc, je suis Ayodele Onya du Bénin. Je suis fondateur de Urami Consulting, une entreprise spécialisée dans l'éducation financière,
le renforcement de capacités et l'accompagnement des startups et des PME avec un focus sur l'accompagnement des femmes. Donc, ce point, il est vraiment très important et il fait partie des points abordés quand même au Bénin par nos différentes institutions, le ministère du numérique, le programme DigiBoost au Bénin et également, il fait partie des points phares du PAG, le programme d'action du gouvernement béninois. Donc, en quelque sorte, voilà ce que je pourrais dire pour introduire le sujet. Merci. Oui, Olivier, bienvenue à toi. Vous me recevez? Peux-tu partager en quelques secondes ton point de vue sur cette thématique? D'accord. OK. Rebonsoir à tous. Je suis Olivier Métier, ingénieur informaticien sorti de l'ESMT de Dakar et promoteur d'une plateforme financière numérique, notamment MyPosa, qui est une solution Carrefour qui permet d'intégrer l'ensemble des services numériques, financiers, mobiles et bancaires dans un seul endroit. Aujourd'hui, concernant ce sujet, je veux d'abord qu'on relève trois constats que nous avons faits sur le terrain. Déjà, les gouvernements en Afrique ont bâti des infrastructures de télécommunications durant ces 10 dernières années. Deuxièmement, c'est que le nombre d'accès au mobile a pratiquement connu une croissance à 2 chiffres sur les 10 dernières années. Ça veut dire qu'on a un taux de pénétration très fort du mobile en Afrique. Le troisième constat, c'est la naissance des services numériques financiers innovants sur le continent et bien évidemment sa croissance. Tous ces ensembles ont favorisé l'inclusion financière en Afrique à travers des services de paiement numérique, d'envoi et de réception d'argent et bien d'autres services. Et concernant le thème du jour qui consiste à intervenir sur l'accès aux femmes à l'inclusion financière numérique, c'est comme ça que j'ai un peu redéfini le thème, l'accès aux femmes à l'inclusion financière numérique. Bon, à ce sujet, plusieurs actions sont menées au quotidien, notamment de notre côté. Nous avions des femmes, par exemple, qui utilisent ces solutions financières, par exemple, pour se faire de l'argent en ligne. Donc, ça veut dire que ça contribue facilement à leur épanouissement financier, notamment dans les réceptions des paiements en ligne à travers Mobile Money, l'envoi d'argent en ligne à travers les Mobile Money, et également le paiement des services tels que les factures électroniques, les factures à travers le compte Mobile Money ou bien à travers les systèmes bancaires, sans toutefois aller sur place à la banque. Donc voilà un peu de manière résumée les actions que nous menons sur le terrain en vue de favoriser l'accès numérique des femmes au niveau financier. Bon, Aurore, tu vas peut-être me relancer pour que je puisse entrer en détail concernant le thème. D'accord. Merci bien à tous pour cette partie introductive. J'aimerais demander par la suite à Ayodele, que pouvez-vous nous dire sur les moyens de paiement digitaux et l'impact sur les femmes en zone rurale comme en zone urbaine? Merci. Avec la crise du Covid-19, nous avons vraiment vu l'impact des services numériques parce que les femmes ne pouvaient pas se regrouper en quelque sorte et celles qui venaient en capitale, quand je prends l'exemple du Bénin, celles qui venaient à Cotonou par exemple en association vers les institutions de microfinance ne pouvaient pas se déplacer en masse. Donc on a vu l'utilisation du mobile money pour leur envoyer par exemple ces frais-là. Et avec la crise du Covid-19, j'ai accompagné plusieurs programmes qui ont mis en place des programmes, des services d'accompagnement d'éducation financière. Parce qu'avec les ressources qui étaient limitées, il fallait apprendre aux femmes comment gérer l'argent et les former déjà à l'usage du numérique et comment elles pouvaient envoyer l'argent par mobile money.
Il faut dire que dans mon pays, le Bénin, il y a environ 2 mois, il y a une crise de confiance qui est née du fait que le plus grand réseau quand même au Bénin, MTN, avait en temps prélevé des frais sans avertir les consommateurs, ce qui a cassé un peu la confiance de ces personnes, surtout en zone rurale, parce que déjà, elles ne savent pas lire. Donc, elles sont réticentes par rapport aux services financiers numériques. Donc, cette situation a cassé un peu la confiance et actuellement, elles sont en train de revenir petit à petit. Il faut également souligner le programme de microfinance à l'AFIA, mis en place par le gouvernement béninois, qui prêtera de l'argent aux femmes et cela se fera par mobile money. C'est vrai que ça ne passera pas par le gouvernement directement vers les femmes, ça passera par les SFD, les structures financières décentralisées. Donc, ce sera en quelque sorte les anciens canaux pour prêter de l'argent aux femmes. Mais là, elles recevront l'argent directement dans leur portable. Il y a également un petit souci qui freine également cela, les frais de retrait. Les femmes, aujourd'hui, elles voient que c'est un manque à gagner parce qu'elles ne sont pas habituées. Du coup, elles se disent pourquoi on doit encore prélever les frais de retrait. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aménagements qui sont faits dans cette ligne pour voir avec les réseaux également comment ils peuvent prendre en charge les frais de retrait pour que les femmes prennent directement ces montants. Et on voit quand même comment ça améliore les conditions de vie des femmes parce qu'avec 30 000 francs CFA au Bénin, un peu moins de 50 €, elles arrivent à commencer un commerce. Et elles arrivent à pouvoir subvenir à leurs besoins, ce qui leur permet d'éduquer mieux leurs enfants et de s'occuper des éducations de leurs enfants. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire sur l'impact quand même des services numériques au Bénin. Merci Ayodele pour cette intervention. Je vais passer la parole à Olivia sur cette question. La pandémie de COVID-19 est venue renforcer l'urgence des recours à des services financiers numériques, notamment en faveur des femmes. Comment, au niveau de votre organisation, vous les accompagnez à travers vos différents programmes, notamment au niveau de l'Afrique francophone et certainement en Afrique en général? Merci. D'accord, je vous remercie pour la question. Donc, il y a 2 volets. Donc, le premier volet sur la partie politique et réglementation. Donc, nous travaillons avec les gouvernements pour la mise en place de cadres réglementaires favorables à l'essor de la finance numérique. Et donc, nous travaillons sur la création d'un cadre réglementaire qui prenne en compte en fait les barrières à l'inclusion financière des femmes. Donc, au niveau de certaines politiques en particulier sur lesquelles nous travaillons, qui ont un impact direct sur l'inclusion financière des femmes, je pourrais mentionner par exemple la mise en place de politiques visant à permettre le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle simplifiée. Donc, le but, c'est de permettre dans certains pays aux opérateurs téléphoniques, par exemple, de pouvoir ouvrir des comptes de monnaie électronique à certains comptes de monnaie électronique plafonnés sans l'usage de pièces sans demander des pièces d'identité, car on se rend compte que l'acquisition d'une pièce d'identité, c'est une barrière à l'inclusion financière des femmes, que ce soit plus particulièrement dans les populations vivant dans les zones rurales ou des zones reculées. Donc, la mise en place de ce type de palier permettrait aux femmes qui n'ont pas accès à des pièces d'identité de bénéficier de comptes de monnaie électronique qui seraient plafonnés et qui ne poseraient pas de risque, notamment en matière de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des fonds et le financement du terrorisme. Au-delà de ça, nous travaillons également pour le développement des réseaux d'agents par les acteurs non bancaires pour permettre aux services financiers formels d'arriver dans des zones rurales qui sont vraiment reculées et pour permettre aux femmes vivant dans ces zones rurales d'avoir accès donc à l'argent mobile, au mobile money, grâce à ces réseaux d'agents qui arriveraient donc au plus près des populations reculées. Donc, nous travaillons sur la réglementation qui permettrait de développer ces réseaux d'agents tenus par des acteurs tels que les opérateurs télécoms ou encore d'autres agents non bancaires.
Nous travaillons également sur le volet qui a trait à la protection des consommateurs. Donc, Ayodele, vous avez précédemment mentionné le fait que les frais et le manque de transparence sur les services financiers numériques est également un frein qui entrave la confiance des femmes dans les services financiers numériques. Donc, nous travaillons sur la mise en place de cadres de protection des consommateurs robustes qui permettraient aux femmes d'avoir des voies de recours pour notamment faire face, pour pouvoir faire remonter des plaintes, pas seulement au niveau des opérateurs télécoms ou des autres institutions financières, mais également directement auprès du régulateur. Et nous organisons également des actions de renforcement de capacité au niveau des régulateurs pour leur permettre de bien comprendre comment faire la médiation entre les consommateurs et les institutions financières lors de plaintes liées à l'usage des services financiers numériques. Et en plus, nous avons des actions que nous menons afin de permettre aux associations de femmes et aux associations de protection des consommateurs d'avoir également voix au chapitre en ce qui concerne la réglementation sur les services financiers numériques. Donc, nous avons mis en place un panel consultatif sur les femmes et les services financiers numériques en Afrique centrale, dont le but est de permettre à ces associations qui travaillent directement avec des femmes en Afrique centrale qui ont connaissance des contraintes liées à l'utilisation des services financiers numériques de directement faire part de leurs solutions afin d'améliorer le cadre réglementaire directement auprès des régulateurs et de travailler de concert pour mettre en place une réglementation qui soit plus favorable à l'inclusion financière des femmes, notamment dans le cadre de l'élaboration actuelle de la stratégie régionale d'inclusion financière. Donc, je vais m'arrêter ici et je pourrai répondre à des questions plus précises sur certaines des actions que nous menons. Je vous remercie. Merci Olivia pour ces éléments. Je pense que nos participants ont pu être enrichis pour ces différents programmes et toutes ces actions que vous menez. Je vais passer la parole à Olivier pour nous parler déjà de ce qu'il pense au niveau du Cameroun en termes d'inclusion financière numérique au niveau du Cameroun. Ensuite, tu pourras nous parler des différentes actions que tu mènes avec ton entreprise qui est dans ce domaine. Merci. OK. Merci, Aurore, de m'avoir redonné la parole. Il y a un truc que j'ai oublié au départ. Je tenais vraiment à féliciter toute votre équipe, Festival Femmes Numériques, pour cette initiative parce que ça va réveiller auprès de l'opinion publique et auprès des décideurs des éléments ou bien des actions qui vont favoriser davantage l'inclusion financière numérique, surtout des femmes, puisque vous êtes des personnes qu'on marginalise trop dans la société. Et concernant tes questions, je vais dire quoi? Au niveau du Cameroun, ces 5 dernières années, vraiment, le gouvernement, notamment à travers le ministère des Postes, a entrepris beaucoup d'actions déjà pour bâtir un réseau stable et un cadre légal qui va permettre aux acteurs du développement numérique de pouvoir mieux s'exercer. Vous allez voir, par exemple, ces 10 dernières années, nous avions l'arrivée d'un opérateur mobile qui a carrément densifié ses installations dans les zones rurales. Nous avions également la loi de 2010 sur la cybercriminalité qui permet également de réguler le secteur du numérique au Cameroun. Il y a ces actions qui sont menées. D'un autre côté, il y a des opérateurs qui ont ouvert leurs services, leur système à travers des API qui permettent à des startups comme nous de pouvoir proposer des solutions numériques financières fiables auprès des populations. C'est un très grand avantage. Au Cameroun, notamment, nous avons un contrat avec l'opérateur MTN Cameroun, qui est un de nos parrains, qui nous assiste vraiment dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'ils ont ouvert carrément le système pour nous faciliter l'accès à nous, de pouvoir développer à travers notre ingéniosité des solutions innovantes qui peuvent favoriser l'inclusion financière au niveau local. Maintenant, au niveau du Cameroun, de manière globale, je ne vais pas vous mentir, il y a un boom. Il y a un boom côté services numériques financiers. Vous allez constater aujourd'hui, pratiquement 80 à 90% de la population n'a plus besoin de se déplacer pour effectuer certaines opérations numériques, notamment comme le paiement des factures d'eau, d'électricité, l'abonnement de TV. Tout aujourd'hui, c'est fait à partir du téléphone portable avec des comptes Orange Money, MTN Mobile Money, ou bien à travers les applications que nous développons et que nous intégrons tous ces services. Donc, il y a déjà cet avantage. Et également, en termes
d'activités que nous menons au Cameroun et en Afrique. Parce que je vais vous rappeler, nous sommes présents aujourd'hui dans 5 pays en Afrique. Nous sommes présents, MyPost est présent au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Togo. Tout dernièrement, nous avons au Togo. Nous faisons quoi au quotidien? Nous agrégeons l'ensemble des moyens de services de paiement numérique qui existent sur le marché de chaque pays. Également, l'ensemble des services numériques à forte valeur ajoutée, notamment le crédit téléphonique, l'épargne mobile, l'envoi et la réception d'argent, le paiement de crédit Internet, le paiement des factures, notamment d'eau, d'électricité et l'abonnement TV. Je prends un exemple simple. Par exemple, au Cameroun, à travers cette plateforme que nous avons développée, nous avons des populations, bien des utilisateurs qui l'utilisent pour payer leurs factures d'eau, d'électricité, d'abonnement TV, sans toutefois se déplacer. Ils utilisent également cette application pour faire du paiement numérique à partir de leur compte Mobile Money. C'est la principale innovation que nous avons apportée derrière cette application. Ça veut dire que nous avons constaté que, les femmes ou bien les populations de manière générale ont des difficultés d'accéder aux services bancaires, notamment à travers des cartes de paiement numériques. Nous avons créé une interface qui permet de lier le mobile money et les paiements en ligne. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, à partir de ton compte Orange Money, MTN Mobile Money, Airtel Money au Gabon, Flux au Togo, ou bien Wizall au Sénégal, ou MTN en Côte d'Ivoire, vous pouvez directement payer sur Alibaba, sur Amazon, sur AliExpress et vous faire livrer partout en Afrique avec votre compte de paiement mobile. Donc ça favoriser l'inclusion financière des femmes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, nous avons constaté que 80% des femmes aujourd'hui, celles qui sont au chômage, passent leur temps à faire des ventes en ligne sur les réseaux sociaux. Et généralement, elles avaient au départ des difficultés d'accès à la matière première, c'est-à-dire aux produits de base. Elles allaient dans les supermarchés ici acheter les produits et elles revendaient en ligne. Aujourd'hui, c'est plus facile avec elles de commander sur Alibaba directement à travers MyPost et de se faire livrer au Cameroun. Donc, ce qui augmente leur marge de revenus dans les différentes transactions qu'elles font au quotidien en ligne. Donc, voilà un peu les ensembles d'actions que nous menons à travers l'Afrique et en vue de favoriser l'inclusion financière, notamment au niveau des paiements, l'envoi et la réception des paiements, l'envoi et la réception d'argent et bien d'autres services. Donc, avec des questions, je vais entrer en détail dans les services et vous montrer comment, à partir de Mobile Money, on peut faire des grandes choses en Afrique. Merci. D'accord, merci bien. J'en profite avant de passer à la deuxième partie, qu'on puisse parler un tout petit peu de renforcer l'accès à l'économie numérique en faveur des femmes en période de crise. On a parlé de services financiers, mais je voudrais qu'on insiste un peu plus sur ce volet de renforcer l'accès à l'économie numérique en faveur des femmes. On a parlé de renforcement de capacité, on a parlé des produits existants, mais est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on constate également qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'ont pas de téléphone Android, qui n'ont pas accès à la connexion Internet? Donc, comment favoriser justement cette inclusion-là, amener ces services à ces femmes, à cette partie de la population, si déjà l'économie numérique ou alors les outils ne sont pas à leur portée? Donc, que pouvez-vous dire je vais commencer par Olivia et ensuite je vais donner la parole à chacun de vous par rapport à cette problématique. D'accord, je vous remercie Aurore pour la question. Donc, au niveau de l'accès aux services financiers numériques pour les populations qui n'ont pas accès à Internet, nous menons actuellement des activités afin de permettre de l'accès au canal USSD à différents opérateurs ou à différentes institutions financières pour leur permettre d'ouvrir leurs services financiers à travers l'utilisation du code USSD qui ne nécessite pas les connexions Internet de type 4G ou assez développées et ça permet ainsi aux populations qui vivent dans des zones où l'accès à Internet est difficile de malgré tout utiliser les services d'argent mobile ou de mobile money. Donc le but, c'est vraiment de travailler pour permettre la création d'un cadre réglementaire habilitant pour que les opérateurs de téléphonie mobile puissent libéraliser l'accès au code USSD aux autres institutions financières qui leur permettraient d'ouvrir leurs services financiers
à travers l'utilisation d'un code court et l'utilisation de téléphones mobiles qui ne sont pas des smartphones de dernière génération, ce qui permettra aux populations qui n'ont pas les moyens financiers pour bénéficier d'un smartphone de malgré tout pouvoir utiliser leur téléphone pour pouvoir accéder aux services financiers numériques. Je vous remercie. Merci bien, Olivia. Ayodele, qu'en penses-tu? Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées, mais quand je prends le cas du Bénin, par exemple, au Bénin, on a encore un problème à acheter en ligne ou à faire confiance aux services numériques. Donc, il y a un réel travail d'éducation qui est fait à la base. Moi, avec ma structure Wuhani, on fait ce travail qui est d'informer et de vraiment sensibiliser. On en est encore là. À part les zones urbaines, Cotonou, les zones urbaines, où il y a des jeunes, il y a des personnes instruites qui utilisent le mobile money 1 et les startups qui acceptent les paiements en ligne, des entreprises par exemple ou des créateurs de mode qui créent des vêtements et qui acceptent de se faire payer en ligne. Il n'y a qu'une certaine catégorie ou une classe de la population qui peut aujourd'hui acheter en ligne et qui a confiance. Mais le réel problème dans les zones rurales, ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas confiance en ces structures-là. Aujourd'hui, elles veulent envoyer de l'argent par mobile money, elles le font. Mais elles préfèrent encore la méthode traditionnelle qui est de confier de l'argent à un chauffeur où la personne va recevoir dans l'autre ville. Donc, nous travaillons encore sur l'éducation au numérique pour leur expliquer comment ça marche et vraiment les rassurer par rapport à cela. Et nous sommes en train de travailler sur une plateforme d'éducation financière parce que nous partons de là, qui fait de l'éducation en langue locale. Parce que la majorité des femmes qui sont en zone rurale, souvent, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. Et même la méthode mobile money par USSD, souvent, c'est leurs enfants qui ont le code et qui arrivent à leur faire les retraits ou bien les paiements. Ou bien dans un village, il n'y a qu'un service où le monsieur, il a tous les numéros et il a les codes. Donc, quand quelqu'un vient, voilà, il lui donne son code et on te fait le retrait. Et dans ces zones encore, c'est vrai qu'il y a quand même les valeurs africaines qui font qu'il y a la confiance et ces pratiques sont courantes. Donc, nous sommes encore en zone rurale quand même à la sensibilisation pour l'inclusion financière par le numérique. Merci bien, merci bien. Olivier? Oui, Aurore. À ce sujet, je voudrais qu'on identifie déjà les deux principales sources de problèmes. Le premier problème, c'est l'accès à Internet en zone rurale, qui est un réel problème dans les pays en voie de développement en Afrique. Et pour faire face à cette solution, Olivia a évoqué tout à l'heure la solution de USSD, qui est un code qui permet d'accéder aux services financiers sans toutefois avoir Internet. Donc, on devrait déjà penser à développer plus de services basés sur cette technologie-là pour permettre à certaines franges de la population d'accéder facilement à ces services. Le deuxième frein que je vais noter ici, c'est l'accès aux terminaux mobiles, le coût d'accès aux terminaux mobiles. Donc, si on pouvait, je ne sais pas comment ça va se faire avec les gouvernements, réduire le coût d'achat ou bien trouver des méthodes qui vont permettre aux populations en zone rurale d'avoir aussi des téléphones Android, même si c'est moins de gamme, mais que ce soit accessible quand même pour elles. Ça va les permettre aussi également d'accéder à ces services. Une autre chose que je vais augmenter, c'est des actions que le gouvernement doit également voir avec les opérateurs de téléphonie mobile. Il y a cette technologie qu'on appelle le Free Data Access. Donc, le Free Data Access, c'est une technologie qui permet d'accéder à partir de votre téléphone Android à des services numériques financiers sans avoir besoin d'Internet. Ça se fait, c'est possible. Et c'est une des solutions également qui peut remplacer USSD et permettre aux populations d'accéder à plus de services à travers le téléphone mobile. Également, Ayodele a évoqué un point que moi je trouve très pertinent, le point de la sensibilisation, de l'information et de l'éducation financière. Donc, c'est le véritable souci pour moi. Je pense que c'est le véritable souci, l'un des véritables problèmes des femmes en Afrique.
Ça veut dire une association comme Women in Tech de Aurore, avec ce qu'elles font aujourd'hui là, elles sensibilisent les femmes, les informent, les éduquent sur l'ensemble des moyens ou bien des services financiers qui sont disponibles sur le marché. Il y a beaucoup de services qui sont disponibles sur le marché, mais qu'il y a un manque d'informations ou bien la mauvaise utilisation. Donc, elles n'arrivent pas à l'utiliser. Donc, si vous pouvez mener des actions en faveur des femmes qui visent à les sensibiliser, à les former, à les éduquer sur les services qui existent et ce qu'elles peuvent faire avec, ça serait très intéressant. Donc, je pense qu'à ce niveau, je vais m'arrêter et Aurore va me relancer plus tard. Merci. Merci Allô? à tous pour... oui. OK. OK, merci à tous pour cette partie. Une idée me revient en tête, c'est Olivier a parlé de renforcement de capacité. Un autre problème, c'est de militer pour l'inclusion financière des femmes. Envie de demander à Olivia et à vous également, que pensez-vous des défis que ces femmes vont rencontrer? On parle de cybercriminalité, on parle des arnaques. On sait que les femmes sont les plus vulnérables et les plus exposées sur les arnaques ou les attaques cybersécurité en matière de services financiers. Donc, on a parlé de renforcement de capacité. Qu'est-ce qui peut être fait ou recommandations du gouvernement, de la société civile pour pouvoir les accompagner, surtout dans ce domaine, pas seulement de mettre les services à leur disposition, mais de les préparer également aux enjeux de ces services. Olivia. Oui, effectivement. Donc, je vous remercie pour la question qui est effectivement pertinente et d'actualité. Donc, au niveau de la première question qui était liée aux freins à l'inclusion financière des femmes, donc avant de revenir sur tout ce qui a trait à la protection des usagers de services financiers numériques et en particulier des femmes. Donc, de manière générale, les freins à l'inclusion financière sont de 4 ordres de mon point de vue. Donc, il y a tous les freins liés à l'inadéquation de l'offre et la demande de services financiers numériques. Donc, on a déjà mentionné le fait que l'offre de certaines offres de services financiers ne répondent pas aux besoins des femmes en particulier, notamment dû aux frais liés à l'ouverture des comptes, que ce soit au niveau des institutions de microfinance. Je ne parle même pas des frais d'ouverture au niveau des comptes bancaires et au niveau des frais lors de l'utilisation du mobile money. Il y a également le manque de confiance dans le système financier formel. Donc, on a mentionné le manque de transparence au niveau des frais qui était également une barrière et tout ce qui a trait au manque d'éducation, à la fois éducation financière et éducation numérique qui empêche la confiance des femmes dans les services financiers, que ce soit services financiers formels ou numériques. Et enfin, le manque d'accès à l'information sur la manière d'utiliser ces services financiers numériques. En plus de ces problématiques-là, il y a également tout ce qui est trait aux normes sociales et culturelles qui existent encore, notamment dans certaines populations rurales. Donc, il y a certaines conventions sociales qui font qui sont une entrave à l'indépendance financière des femmes, notamment dans les populations vivant dans des zones reculées. Ça a également été mentionné précédemment. Il y a tout ce qui est lié à tout ce qui a trait à l'infrastructure. Donc, c'est également ce que Olivier mentionnait, donc le coût d'accès à Internet, le manque d'accès à Internet dans certaines zones rurales en particulier. Il y a également l'accès à l'électricité qui reste également un frein dans certaines zones rurales. Et enfin, le coût d'accès au smartphone, même s'il existe des alternatives pour utiliser des services financiers grâce aux téléphones mobiles qui ne sont pas de dernière génération. Donc enfin, au niveau des barrières réglementaires, il y a encore tout ce qui a trait, comme je disais précédemment, à l'importance des pièces d'identité qui sont aussi un des requis pour pouvoir accéder à certains services financiers. Il y a l'existence de la
au niveau des services financiers dans certaines zones reculées, où la plupart des institutions financières sont dans les grandes villes et n'ont pas développé des réseaux d'agents dans la plupart des pays. Il y a également tout ce qui a trait donc à la protection des consommateurs, et c'est là où vous vouliez en venir avec la deuxième partie de votre question, parce que effectivement, lorsqu'on utilise le numérique, il y a des avantages, mais il y a également certains risques liés aux arnaques qui se multiplient lors de l'usage des services financiers dans de nombreux pays en Afrique. Les arnaques à l'utilisation du mobile money sont fréquentes, et il y a un fort besoin d'éducation et de sensibilisation sur la méthode, la manière d'utiliser les services financiers. Donc, il y a un rôle à jouer de la part des services publics, donc pour mettre en place des cadres de protection des consommateurs qui prennent en compte d'une part les exigences liées aux obligations de transparence au niveau des frais qui sont octroyés par les institutions financières, au niveau de la sensibilisation que les institutions financières doivent mettre en place pour expliquer vraiment les frais, mais également la manière d'utiliser leurs services financiers numériques, au niveau de tout ce qui a trait à la protection des données personnelles et du renforcement de la sécurité de leur système d'information pour faire face aux risques, notamment en matière de cybersécurité, face aux actions qui se multiplient en matière de lutte contre la cybersécurité et la cybercriminalité. Donc, il y a également des actions à prendre, toute une série d'actions à prendre en compte en matière de protection des consommateurs visant à renforcer les capacités des associations de protection des consommateurs qui agissent directement avec des femmes pour les aider à comprendre quelles sont les voies de recours qui existent, quels sont leurs droits en matière d'utilisation des services financiers numériques et quels sont les recours, les organes de médiation qui pourraient les aider à faire valoir leurs droits lorsque les institutions financières sont malveillantes ou mettent en place des pratiques déloyales. Donc voilà toute une série d'actions qui pourraient être mises en place et sur lesquelles nous assistons les gouvernements et sur lesquelles nous travaillons avec les organisations de la société civile pour justement travailler sur ce renforcement du cadre réglementaire. Donc en matière de cybersécurité ou de cybercriminalité, Olivier avait mentionné la loi de 2010 qui avait été mise en place au Cameroun. De manière générale, au niveau de l'Afrique centrale, il n'existe pas nécessairement des lois ou un cadre en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité dans tous les pays. Donc, il y a toujours un besoin fort d'accompagnement pour mettre en place des cadres robustes, mais également pour s'assurer de leur application. Je termine en mentionnant le fait qu'au niveau de la CEMAC, il y a un nouveau cadre de protection des consommateurs, des usagers des services financiers qui est entré en vigueur le 1er janvier de cette année. Néanmoins, au niveau de la communication et de l'application de ce nouveau cadre de réglementation, on se rend compte qu'elle est limitée. Donc, il est important de sensibiliser et les régulateurs ont leur part ont leur rôle à jouer, mais également les associations de protection des consommateurs et également les organisations de la société civile qui travaillent avec les femmes directement pour qu'elles puissent prendre conscience de leurs droits en regard de ce nouveau cadre de protection des consommateurs. Je vous remercie. Merci Olivia. Ayodele, tu voudrais ajouter quelque chose à ce que Olivier a dit? Oui, j'aimerais dire qu'au Bénin, le gouvernement béninois a fait de grandes avancées par rapport à ce point, parce qu'au Bénin, nous avons le code du numérique qui protège les Béninois. On ne peut pas écrire n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et nous avons également le ministère du numérique a travaillé sur la cybersécurité, ce qui fait que les systèmes de paiement quand même sont de plus en plus sûrs. Et il y a également aujourd'hui la protection de l'individu. Il y a une campagne actuellement qui est menée contre les extorsions. Oui, je pense que c'est bien ça. Personne ne peut vous faire chanter avec votre image aujourd'hui sur les réseaux sociaux au Bénin, en tout cas. Donc, il y a le code du numérique qui protège quand même par rapport à tout ça. Et il y a le ministère du numérique quand même qui a développé 2000 km de fibres optiques
pour mettre Internet à la disposition de tout le monde. Mais le réel problème est le coût d'Internet. Le coût d'Internet, aujourd'hui, il est élevé. Quand on prend d'autres villages ou bien des zones rurales, on n'a pas d'électricité. Les gens n'ont même pas d'électricité. Donc, ils ne peuvent pas vraiment avoir Internet. Aujourd'hui, il faut également dire que le Bénin fait beaucoup d'avancées dans tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, nous avons le e-casier judiciaire. De chez vous, vous pouvez demander votre casier judiciaire et faire le paiement en ligne grâce aux startups vraiment qui innovent comme Katiapé, comme Pédunia au Bénin, comme Adjemé en Côte d'Ivoire, où vous pouvez faire ces paiements-là sur Internet. Vous pouvez demander votre acte de naissance sur Internet et plusieurs autres choses. Donc, je pense qu'au Bénin, quand même, on a cette chance. Le canevas est là, les protections sont là, mais il reste le coût d'Internet et la sensibilisation pour que la population qui n'est pas vraiment instruite puisse en bénéficier. D'accord. Olivier, on va terminer par toi sur ce volet. Oui, comme tout n'est pas toujours rose dans le numérique, il y a toujours des bandits qui rôdent autour des actions qui visent à améliorer des services numériques financiers auprès des populations. Dans ce sens, notamment au Cameroun, l'État, comme je le rappelais tout à l'heure, l'État a mis sur pied un cadre légal concernant la cybercriminalité et la cybersécurité au Cameroun, ce qui vise quand même à dissuader tout acteur qui avait des intentions ou de pouvoir mener des actions de ce genre. Donc, la première solution, c'était la dissuasion, qui est vraiment déjà effective. La deuxième initiative, c'est au niveau des acteurs des services numériques financiers en Afrique. Donc, ils doivent garantir la sécurité des transactions auprès de leurs différents clients. Donc, ça revient à eux et nos clients. Ça veut dire quoi? Si vous faites pirater votre compte, peut-être il y a une défaillance au niveau du système ou bien de l'application de la plateforme développée par l'acteur. Donc, l'acteur doit pouvoir garantir la sécurité à ces services. Je vais revenir sur les interventions de Olivia. Je pense qu'elle a tout résumé dans son passage. Il y a ce grand volet sensibilisation, éducation des femmes à l'utilisation. On doit les informer des dangers qui existent, qui sont un peu les dangers qui sont liés à l'utilisation de ces services numériques financiers. Donc, quand tu es au courant de ces différents dangers, tu es plus averti à faire face à ces différents problèmes. Donc, en termes de recommandations, ce que je veux dire, c'est que les gouvernements doivent s'appuyer aux initiatives comme la vôtre, Aurore, vous accompagner dans ce sens-là, afin que vous puissiez vulgariser ces services ou bien ces manquements auprès des femmes cibles. Donc, il y a d'abord ça. La deuxième chose, c'est la création d'un organe. Chaque État doit créer un organe de régulation des services numériques financiers, qui est l'organe qui sera chargé du contrôle, de la surveillance des différentes transactions, des manquements qui existent dans ce secteur-là et la réorganisation même de ce secteur. Donc, voilà les actions que nous proposons au gouvernement de pouvoir les appliquer. Donc, voilà un peu de manière globale résumé ce que je pourrais dire. Olivia a tout dit et merci encore pour elle. D'accord. Chers panélistes, merci pour ces interventions. Nous arrivons presque à terme de notre panel. Pour clôturer, j'ai envie de demander à chacun de vous très brièvement un mot de fin, si vous devez donner des recommandations, des orientations sur cette thématique et à l'endroit de ceux qui nous suivent, mais également au gouvernement qui vont certainement suivre le replay après cette conférence. Merci. On commence par Olivia. Je vous remercie, Aurore. Donc, juste avant le mot de la fin, j'aimerais revenir sur l'intervention d'Olivier et sur la deuxième recommandation visant à mettre en place un organe de médiation sur la réglementation des services financiers numériques. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur l'existence, depuis l'entrée en vigueur du cadre de protection des consommateurs, des usagers de services et des produits bancaires dans la CEMAC, de la mise en place des comités nationaux économiques et financiers en tant qu'organe de médiation en ce qui concerne les différends liés aux services financiers numériques et notamment mobile money. Donc, cet organe de médiation devrait entrer en vigueur à partir de 2023. Et donc, j'invite
le régulateur à bien faire la communication sur cette entrée en vigueur afin que les consommateurs puissent savoir quel est l'organe qui sera l'organe de recours s'ils ont des plaintes envers les opérateurs télécoms dont les réponses ne seraient pas satisfaisantes. Il y a une voie de recours existant auprès du régulateur, donc c'est vraiment très important pour accroître la confiance dans l'utilisation des services financiers numériques. Donc, pour le mot de la fin, j'aimerais d'une part, encore une fois, vous féliciter pour la création de cet événement qui est un événement vraiment important, comme on l'a répété à plusieurs reprises. La sensibilisation sur les opportunités offertes par le digital sont vraiment un facteur qui va permettre à de plus en plus de femmes d'avoir confiance non seulement en l'utilisation des services financiers numériques, mais de manière générale sur l'utilisation du numérique, car comme on l'a répété, le numérique est un facteur de développement économique important au niveau des différents pays d'Afrique francophone. Donc, nous louons ce type d'initiative et nous voulons encourager les régulateurs, les gouvernements à encourager ce genre d'initiative avec un appui technique et financier quand c'est nécessaire. Je voulais également attirer l'attention sur la mise en place d'un panel consultatif sur les services financiers numériques et les femmes dans la CEMAC, dont vous faites partie, Aurore. Donc, la première réunion du panel aura lieu jeudi prochain dans le cadre de la semaine de la journée des femmes. Donc, dans le cadre de la mise en place de ce panel, nous allons mettre en place différentes activités. Nous allons communiquer sur ces différentes activités au cours des mois à venir. Et nous sommes vraiment preneurs de toutes les recommandations de la part des parties prenantes, que ce soit au niveau du secteur public que du secteur privé, en ce qui concerne les recommandations et les solutions afin d'améliorer l'inclusion financière des femmes. Nous avons un lien sur notre site internet qui vous permettra d'entrer en relation avec nous si vous souhaitez participer à la création et l'élaboration de solutions et de recommandations pour accroître l'inclusion financière des femmes dans la CEMAC. Donc voilà le mot de la fin. De mon côté, je reste ouverte aux questions. Merci. Merci Olivia. Je vais passer la parole à Olivier pour le mot de la fin et je vais également préciser la question qui est dans le panel pour répondre au même moment. Au Cameroun, rien n'est appliqué. Non, la question c'est plutôt, j'ai une préoccupation s'il vous plaît, il s'agit de quel cadre légal au Cameroun? Donc, si vous pouvez apporter votre mot de fin et répondre à cette question. Merci. Ok. Merci, Aurore, de me relancer. Je tenais à me remercier également Olivia pour le recadrage qu'elle a fait au sujet de l'organe de régulation, que nous n'étions pas au courant de son existence. Notamment, nous parlons tout à l'heure de sensibilisation et d'information. Je pense que cet organe devait déjà, nous sommes au mois de mars, mener des actions qui visaient à nous informer, nous les acteurs et autres. C'est vrai que nous devions aller vers eux, mais nous n'avions pas l'information. Et concernant le cadre légal au Cameroun, la question de l'utilisateur, actuellement, il y a, comme je le répète toujours, il y a une loi sur le commerce électronique, la cybersécurité. Également, il y a le cadre bancaire de la BEA, et de la COBAC, qui régissent les services numériques financiers, les services financiers de manière globale en Afrique centrale et notamment au Cameroun. Donc, c'est ce cadre-là que nous appliquons actuellement. Comme mot de fin, je tenais d'abord à vous féliciter pour l'initiative de ce festival et aussi noter que les services numériques financiers peuvent aider les femmes à faire face à la crise et stimuler davantage leur croissance si elles s'y mettent et si elles sont accompagnées par des actions comme celle-ci. Je reste ouvert à toute forme de collaboration en ce qui concerne les services numériques financiers, notamment dans la zone CEMAC et en Afrique, parce qu'aujourd'hui, nous opérons dans deux sous-régions, la CEDEAO et la CEMAC. Donc, nous restons ouverts à toute forme de collaboration et d'accompagnement des initiatives comme celle-ci. Nous sommes ouverts. Merci. D'accord.
Merci à vous. Je vois Ayodele n'est plus connecté ou un souci de connexion. Donc, nous allons mettre fin à ce panel. Merci vraiment pour vos interventions. C'était assez riche. Et nous vous remercions, Association African Women in Tech Startup, d'avoir accepté notre invitation et nous sommes honorés de vous avoir comme invité et panéliste. Chers internautes et participants, je vous remercie également d'avoir pris part à cette session et on vous dit à lundi pour les prochains panels. Au revoir. Au revoir, bye bye. Merci, au revoir.